0826 300 300 pour vous faire réagir notamment à cette question qui glace le sang. Est-ce qu'on aurait pu éviter les viols de Mazan? Laurent Valdiguier, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter justice, notamment à Marianne, qui, le magazine, fait la une sur le livre que vous publiez. Révélation sur un fiasco judiciaire. Dominique Pellicot aurait dû être arrêté dès 2010. Votre livre est publié au Seuil, il sort dès aujourd'hui et il s'appelle Fétiche 45. On reviendra à l'origine de ce titre. Ce qui m'a fasciné à la fin de ce livre, c'est en réalité à quel moment, lorsque vous suivez ce dossier, vous comprenez que les viols de Mazan ne sont qu'une petite partie en réalité de la vie de Dominique Pellicot. C'était mon point de départ, c'était d'essayer de voir comment cet homme qui a plus de 58 ans, quand il est arrêté dans un Leclerc de Carpentras en 2020, qu'est-ce qu'il avait fait avant ? Puisqu'il a été jugé à Mazan pour une décennie de viol sur sa femme, qui commence en 2011. Et on rappelle simplement que le procès Mazan, c'est colossal. 180 médias, 86 médias étrangers. Gisèle Pellicot, qui malgré elle va devenir une icône féministe, qui fera la femme de l'année, je crois, pour le Times en 2025. C'est un événement absolument planétaire. Donc j'ai essayé de remonter le fil de la vie de cet homme, de Dominique Pellicot, et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé avant 2011. Avant Mazan, avant la décennie de viol sur sa femme. Et là, je suis allé de surprise en surprise, notamment en essayant de remonter le temps des enquêtes judiciaires. Et puis là, je suis tombé sur un courrier. Il y a un courrier qui a tout changé. C'est un courrier de la juge Nathalie Turquet du pôle Colcaise, qui s'est rendu compte, la première, elle, que Dominique Pellicot avait été identifié formellement par le fichier national des empreintes génétiques dès 2010. Et que le 9 novembre 2010, avant le procès planétaire et son arrestation. 10 ans avant le procès planétaire, et puis surtout une année avant le début des viols sur sa femme. Ceci explique peut-être cela, on verra. En tout cas, c'est la question que je me pose. C'est qu'il a été identifié formellement, et que cette identification, comme sur une tentative de viol avec arme extrêmement violente, qui en tant que telle aurait... On y reviendra en détail parce que l'affaire est cette sidérante. Identification aurait dû provoquer à tout le moins son arrestation. Et en tout cas, c'est la question que je me pose. C'est la question qui aura certainement jamais de réponse. Est-ce que Dominique Pellicot, quand il a donné son ADN en 2010, n'avait pas réalisé justement que il ne pouvait plus jamais être pris à l'extérieur? Et est-ce que ça n'a pas provoqué et déclenché ces viols à domicile? Et le sévice absolument atroce qui va imposer à sa femme durant des années. Son parcours de vie, d'essayer de remonter le temps, et puis d'éventuelles autres victimes, et puis en cascade, vous savez, une victime, c'est toujours 10 victimes. C'est toujours un cortège de malheur autour d'elle. Et puis c'est toujours une vie de malheur, tout ça. Donc dans ce livre, j'essaye de raconter l'histoire de tous ces gens. Dans l'introduction, quelque chose m'a frappé. Vous racontez la fin de ce procès Pellicot et vous écrivez: Gisèle Pellicot traverse le hall sans donner l'impression de marcher. Elle flotte sur une mer de caméras et d'appareils photo comme une madone. Dominique Pellicot, quant à lui, pleure. Impossible de ne pas me souvenir quelques années plus tôt des larmes d'un autre box, Nordal Lelandais. Vous faites la comparaison entre ces deux procès que vous avez énormément suivis. À quel moment, si vous voulez, on va dire ce parallèle s'installe? C'est vrai que c'est dans un tribunal, on est toujours les larmes de quelqu'un, l'émotion de quelqu'un, même de quelqu'un qui peut être condamné ou tout ça. Ça vous touche ou ça vous touche pas. C'est toujours une espèce de test en fait. Et c'est vrai que dans les deux cas, vous voyez, j'ai suivi les procès des attentats. Il y a des gens qui vous font pleurer, mais instantanément. Et là, dans les deux cas, dans le cas de Nordal Lelandais ou dans le cas de Dominique Pellicot, je me suis surpris à la même non-émotion. On pleure toujours que sur soi-même. Et c'est vrai que sur quel Dominique Pellicot il a pleuré ce jour-là. Il a tellement menti à sa famille, il a tellement menti à ses proches, il a tellement menti à tout le monde pendant autant d'années. Et on y reviendra notamment parce que dans le livre, vous dressez un portrait avec quelques qualificatifs le concernant, en racontant des anecdotes qui les justifient. Et c'est absolument sidérant sur cette image de Dominique Pellicot qui pleure. Vous citez un moment son avocate qui vient, mine de rien, totalement à la lecture de votre livre, de ce livre, de votre livre, Fétiche 45 aux éditions du Seuil, je le rappelle. Elle dit: entre ce qu'on peut envisager avant un procès et ce dont on se rend compte au moment d'une audience, il y a toujours une certaine différence, a estimé son avocate. Quand on lit en fait son livre, on a envie de lui rétorquer l'inverse. On n'a jamais su saisir l'ampleur du monstre d'une certaine manière, même si je n'aime pas ce mot-là, Dominique Pellicot.
Oui, parce qu'il s'est beaucoup... Moi, le premier, il nous a beaucoup piégés, Dominique Pellicot. Hein, parce Pourquoi vous le premier ? Moi, le premier, parce que je me souviens, dans Marianne, on avait fait une enquête au début du procès, pas sur lui, sur les 50 autres. En réalité, sur des gens ordinaires. Sur les 50 autres monstres, qu'on appelle pas monstres, parce sur que les c'est 50 autres violeurs de Mazan. Et c'est vrai qu'il a cherché d'entrée de jeu, d'ailleurs, il faut jamais oublier quelque chose, c'est que c'est lui qui a donné aux enquêteurs le disque dur dans lequel il y avait l'identification des autres. C'est lui qui, quand il s'est rendu compte qu'il était démasqué, c'est lui qui a donné les autres. En réalité, il a voulu se cacher au milieu d'une forêt de 50 hommes, entre guillemets, ordinaires. Et en réalité, si les autres sont des violeurs ordinaires, lui, c'est tout sauf ça. Hein. Lui, c'est d'ailleurs ce que dit sa fille Caroline. Hein. C'est probablement un prédateur sexuel hors norme, puisqu'on n'a toujours pas la réponse à la question « quand ?» Quand ça commence, c'est ça que j'essaye de comprendre remonter, de comprendre dans le livre. Et pour moi, ça peut commencer en 1987, qui est une année charnière pour lui. Et on y reviendra. Il y a quelque chose aussi de frappant dans l'introduction du livre, ou du moins dans les premières pages. Vous essayez de poser des mots en décrivant certaines actions de Dominique Pellicot, et les mots sont clairement pesés: pervers, maniaque, manipulateur. Vous racontez cette fois où il appelle Gisèle Pellicot quand il se fait prendre avec son stylo caméra dans un magasin. Vous racontez comment elle arrive, elle, au commissariat. Vous racontez l'aspect maniaque. Vous racontez à quel point il est manipulateur. Est-ce que vous pouvez revenir, comme vous le faites dans le livre, au moins sur ces 3 termes qui montrent à quel point sa psychologie est, hélas, d'une certaine manière fascinante? Alors, manipulateur, c'est vrai qu'il essaye de manipuler sa femme Gisèle quand il comprend qu'il va avoir besoin d'elle pour s'expliquer dans sa première garde à vue. Donc... et ça, il n'y a pas de doute, manipulateur. Le mot qui m'est apparu en remontant le fil, c'est maniaque. Parce que maniaque, d'ailleurs, les policiers, les brigades criminels qui interrogent toute sa famille, ses enfants, sa femme, sa maîtresse, tout ça, demandent tout le temps, au fait, c'est des petites questions anodines. Est-ce qu'il est maniaque ? Est-ce qu'il range bien ses affaires ? Tous disent oui. Oh là là, il faut pas toucher à ses affaires, il les range bien, sa voiture était rangée au cordeau, etc. Et au point d'ailleurs que ça le trahira sur une scène. Et ça le trahit sur une scène de crime de 99, oui. C'est-à-dire, c'est quand il pense que sa victime est attachée, endormie à l'éther, il va prendre son temps pour plier son pantalon. Et c'est ce laps de temps pour plier son pantalon qui va faire que ce laps de temps là, Marion, qui est agent immobilier à l'époque, arrive justement à se défaire pour s'enfermer. Racontez peut-être l'année 99. La scène de Marion, c'est vrai que Marion, c'est une jeune femme admirable, en ce sens qu'elle avait 18 ans, elle était agent immobilière depuis en stage, et elle se retrouve dans un appartement vide avec lui. Il l'attache, il lui met de l'éther, enfin, sa vie bascule. D'ailleurs, elle le dit à l'époque, en 99, elle le dit, son avocate Florence Rowe, quand elle est confrontée avec Dominique Pellicot, 23 ans plus tard, dit, quand il est rentré dans la pièce, j'ai senti son corps trembler. Parce que 23 ans plus tard, Marion, elle se souvient encore de tout ça. Et d'ailleurs, Dominique Pellicot, il dément qu'il y ait eu un cutter ce jour-là. Il dément donc la tentative de viol avec arme, qui est une séquence aggravante. Mais il dit que c'est ses clés de voiture. Tout ça est raconté. C'est vrai que c'est les auditions de Dominique Pellicot. C'est à chaque fois une mise en abîme. C'est incroyable. Et puis Marion, elle dit ce qui montre aussi son souci du détail, c'est qu'elle dit finalement, peut-être que j'ai pas vraiment vu le cutter, mais il lui revient quelque chose. Elle dit, vous savez, mon compagnon m'a dit l'autre jour, pendant des années, s'il y avait un cutter dans une pièce, il fallait que je sorte. Comme si la seule vue d'un cutter, mais pendant sa vie entière, venait rappeler le traumatisme. C'est dire l'ampleur du traumatisme sur ses victimes. Et sur la perversité, sur la manipulation, j'aimerais, avant qu'on parte en pause dans quelques secondes, que vous racontiez cette assurance objectivement extraordinaire quand il est convoqué devant les policiers après, on va dire en 2022, qu'il est convoqué par les policiers, qui lui de fait est un héros parce que on va dire qu'il comprend. Laurent Perret, c'est un brigadier de police, mais sans lui, il n'y aurait jamais eu tout ça. Et raconter la fois où il le reconvoque et donc il lui pose quand même des questions juste pour vérifier s'il est capable de mentir avec une assurance extraordinaire, droit dans les yeux, et il le fait. Est-ce que vous avez eu
par hasard, on va dire, avant de tels comportements, etc. Est-ce que vous pouvez raconter en détail droit ça? Dans les yeux, d'autant plus, il y a quelque chose, c'est un détail sidérant, c'est que Dominique Pellicot, donc il a été arrêté en 2010 une première fois dans un carrefour à filmer sous les jambes des femmes. L'infraction n'existe pas encore de voyeurisme. Le parquet de Meaux qualifie ça de violence avec arme. Et donc 10 ans plus tard, quand il est face à Laurent Perret, il se rend compte tout de suite qu'il y a déjà, dans son casier judiciaire, il y a déjà cette infraction de violence avec arme. C'est exactement la même chose. Il vient d'être arrêté dans un Leclerc à filmer sous les jambes de femmes. Et Dominique Pellicot, il dit, le policier lui dit, mais c'est quoi qu'est-ce qui s'était passé? C'est quoi cette violence avec arme? Réponse de Dominique Pellicot. Ah, j'en ai aucun souvenir, je me souviens pas du tout. Et comme le parquet de Meaux va mettre 18 mois avant d'envoyer la procédure à Avignon, pendant 18 mois, il se souviendra jamais qu'il avait déjà été attrapé à faire exactement la même chose. Il dira donc que c'était la première fois au Leclerc de Carpentras qui filmait sous les jambes des femmes, et il va berner les experts, berner les juges, berner les policiers. Fétiche 45, c'est aux éditions du Seuil, et qui malheureusement fait une réponse affirmative ou positive à cette question qui glace le sang. Est-ce qu'on aurait pu éviter les viols de Mazan? C'est Laurent Valdiguier, grand reporter à Marianne, qui signe cette enquête qu'on retrouve d'ailleurs à la une du magazine aujourd'hui en kiosque. On revient dans quelques instants parce que vous allez découvrir l'horreur de Dominique Pellicot, qui passe par 3 dates, 1999, 1991 et 1995. Ce que vous entendez vous interpelle, vous aussi, vous voulez témoigner de ce que vous avez pu ressentir, d'une certaine colère peut-être face à la justice française qui vous vient à l'esprit quand vous entendez tout ça. 0826 300 300, l'application Sud Radio. On revient également sur ce thème. Dominique Pellicot, l'homme qui aurait pu être arrêté si la justice n'avait pas enchaîné les erreurs. Ça aussi, c'est un dossier très important du livre. Vous êtes sur Sud Radio, 12h46, on arrive dans quelques instants. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. 0826 300 300. Depuis quelques minutes maintenant, vous écoutez à quel point, mine de rien, la justice a déraillé dans l'affaire Pellicot, parce que, hélas, oui, on aurait pu éviter les viols de Mazan si la justice avait fait son travail, si des pièces ne s'étaient pas perdues. Et d'ailleurs, ce matin, Darmanin a lancé officiellement une enquête pour comprendre ce qui s'était passé durant ces nombreuses années, les nombreux égarements de la justice. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Mais c'est vrai que quand on parcourt votre livre, Fétiche 45, aux éditions du Seuil, Laurent Valdiguier, je rappelle que vous êtes grand reporter justice à Marianne, que le magazine fait la une sur votre livre. Il y a 3 dates en réalité qui sont saisissantes dans le dossier de Dominique Pellicot: 1999, 1991 et 1995. 1991 parce qu'en fait c'est un meurtre. C'est un meurtre, celui d'une jeune fille, Sophie Narme. Oui, alors 1991, il est mis en examen, Dominique Pellicot, il est présumé innocent, et d'ailleurs il dément farouchement avoir joué un rôle dans la mort de Sophie Narme. Mais c'est un meurtre d'une autre agent immobilier, Sophie Narme, qui a 23 ans à l'époque. On sait que 99, Marion, c'est lui par son ADN. En 91, la justice, la juge Turquet, l'a mis en examen parce qu'elle estime qu'il y a une série de similitudes entre les 2 meurtres d'agents immobiliers, attachés dans le dos, drogués à l'éther dans les 2 cas, menacés avec un cutter dans un cas. Sophie Narme, elle est tuée avec un couteau dans un autre. Au nom de la connexité, la juge l'a mis en examen. Alors c'est vrai que la mort de Sophie Narme... Alors, expliquez simplement ce que c'est la connexité. C'est quand il y a, on va dire, de telles similitudes entre les 2 affaires qu'on décide de faire un rapprochement, c'est ça? Exactement. Il y a une liste de similitudes. Le fait que la victime soit un agent immobilier, le fait que dans les 2 cas, le client se soit présenté sous un faux nom, sous une fausse identité, l'agression à l'éther, c'est pas courant. Dans la décennie 90, des agressions à l'éther, il y en a que 3. Dont 2 visiblement qui seraient... C'est pas courant. Et donc en 91, alors il y a eu une enquête de la brigade criminelle, mais dantesque, sur le mort de Sophie Narme. Ils ont d'ailleurs, c'est aussi une des choses qui sont bouleversantes, moi qui m'ont bouleversé, c'est de voir à quel point, en dépiotant les vieux dossiers, c'est l'époque, Internet n'existe pas, c'est encore j'ai retrouvé le commissaire Birost, Birost, c'est le nom. Vous racontez qui tape ce rapport à la machine. Donc en fait, il y a eu 1001 pistes examinées, et notamment, alors c'est lui, il est décédé en 2003, mais c'était l'employeur de Sophie Narme, Daniel Dufetel. Ça m'émeut toujours beaucoup parce que il a été soupçonné. Il a été soupçonné d'avoir tué son employé. C'est vrai que la brigade criminelle avait trouvé une chemise tachée de sang. Alors il a expliqué que c'est le dentiste.
ça leur a gâché la vie à tous ces gens. Parce que vous parliez c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, la bulle de malheur qui se forme dans une affaire comme celle-ci. Voilà. Martine Melki, qui était la dernière employée à avoir vu Sophie Narme vivante. Sophie Narme, en plus, c'est une jeune fille très vivante, un peu bling-bling, on dirait aujourd'hui. Elle avait des habits de marque, tout son entourage. Parce que la ceinture vient de Chanel, et c'est ainsi qu'il Chanel, elle aimait les beaux bijoux, tout ça. Tout son entourage pensait qu'elle était riche, que son père était très riche. Et c'est vrai que dans le vieux dossier judiciaire, il y a un procès-verbal bouleversant. C'est celui de son vrai père. Et son père n'était pas riche du tout. J'ai découvert ça, il était employé à l'hôpital de Mantes-la-Jolie, à la blanchisserie. Et il habitait un petit pavillon, un petit HLM de Mantes-la-Jolie. Et c'est vrai qu'il a été prévenu, il voyait plus sa fille depuis 8 ans. Il a été prévenu que sa fille avait été tuée dans des conditions abominables. Il y a une cascade, c'est ça qui est dans la durée, qui est toujours très émouvant. Il y a une cascade de malheur dans toutes ces histoires. Qu'on entre tout doucement, mine de rien, dans le détail de ce qui fait le dernier tiers de votre livre, à savoir les anomalies judiciaires, même les erreurs judiciaires. Non pas la première, mais celle qui est quand même sidérante, c'est ce qui se passe en 2010, le 30 juillet, dans un carrefour de Seine-et-Marne, où Dominique Pellicot est pourtant arrêté parce qu'il s'amuse à filmer sous les jupes des filles avec son stylo caméra. Et alors, ce qui suit est sidérant, parce qu'en fait, il ne se passe rien. Oui, alors à l'époque, l'infraction n'existe pas de voyeurisme, donc il est arrêté, il a ce qui s'appelle une composition pénale, donc il n'y a pas vraiment de jugement, il a 100 € d'amende, et la loi oblige les policiers, ce qu'ils font d'ailleurs, à prélever son ADN. Son ADN est enregistré dans le fichier, et là, son ADN, le fichier, le 9 novembre 2010, le fichier fait son office, et démasque Dominique Pellicot comme étant l'auteur de la tentative de viol avec arme sur Marion en 1999, tout le parcours criminel de Dominique Pellicot aurait dû s'arrêter là. Et il y a dans votre livre aussi un récit, tout à l'heure vous parlez d'être bouleversé, qui moi, en plus de me bouleverser, me saisit, c'est Coralie, qui a 12 ans au moment des faits. On n'a pas la certitude que ce soit Dominique Pellicot, mais raconté, parce que c'est, à mon sens, non pas l'anecdote, mais le récit qui nous fait entreapercevoir en quelque sorte le sang-froid dont peut être capable Dominique Pellicot, si c'est lui. Si c'est lui, parce que c'est vrai que Dominique Pellicot, il n'a pas été entendu à ce jour sur ce dossier, mais enfin, toujours est-il que cette jeune femme, qui avait 12 ans en 1995, un jour elle voit l'avocate Florence Rowe, qui est l'avocate de Marion et l'avocate de la famille de Sophie Narme. Elle voit parler de toute cette affaire à la télévision, sur BFM, et du coup, elle appelle. Et elle dit « Je reconnais Dominique Pellicot ». Alors l'avocate la fait venir à son cabinet, décide de ne pas parasiter du tout son discours en faisant avec elle, disons comme feraient les policiers, un procès verbal. « Dites-moi ce que vous avez à dire ». Et là, c'est vrai que ce récit de cette jeune femme, Coralie, il est glaçant. Parce qu'il se fait passer pour un agent. Parce qu'on est en 95, elle est toute seule chez elle, elle a 12 ans. Il y a un monsieur qui frappe, qui se fait passer pour un agent EDF voulant relever le compteur. Elle est un peu méfiante. Alors il dit, oh non, rassure-toi, je vais aller au-dessus. Il fait semblant d'aller au-dessus. Les policiers verront qu'il n'a pas sonné. Il redescend, donc là, la petite fille le fait rentrer. Il fait mine de vérifier le compteur. Il se déchausse. Il range bien ses chaussures. Le côté maniaque qui ressort. Maniaque, hein. Et là, il se met à lui inventer un espèce de gigantesque bobard. Il a un copain qui fait une pub pour Coca-Cola sur une plage. Il voudrait la voir en maillot de bain pour voir si elle est capable de... Si elle est capable de résister, voilà. Ou si elle serait une bonne mannequin. Alors là, elle se souvient d'un petit détail. La petite fille, elle dit, je pensais qu'il allait voler l'argenterie de mes parents. Et puis finalement, il demande d'aller aux toilettes. Il ressort des toilettes avec un torchon imbibé d'éther. Et là, il commence à endormir cette petite fille de 12 ans, à la plaquer au sol. Et là, elle est sauvée parce que ses frères et sœurs et sa maman vont rentrer dans l'appartement. Alors l'auteur, on ne sait pas si c'est elle reconnaît Dominique Pellicot, mais on ne sait pas. C'est vrai que l'enquête judiciaire est encore en cours. En tout cas, l'auteur se rechausse tranquillement, redescend tranquillement avec beaucoup de sang-froid. Et c'est vrai que malheureusement, à ce jour, le fameux torchon qui aurait été placé sous scellé à l'époque n'a pas été retrouvé. Il a vraisemblablement été perdu lui aussi. Et puis c'est un autre détail, mais elle se souvient qu'il avait demandé un verre d'eau avec un verre Tom et Jerry, et elle a jamais pu reboire dans ce verre-là.
Ce qui se comprend amplement. Avant que, pour clore cette émission, vous nous expliquiez comment Darmanin a annoncé il y a quelques minutes l'inspection de la justice sur les dysfonctionnements qui est lié à cette affaire. C'est quand même grâce à vous, Laurent Valdiguier. On va aller au standard 0826 300 300 avec Diane. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Merci d'appeler Sud Radio. Vous, il y a quelque chose qui vous interpelle quand même et qui vous, voilà, sur lequel vous voulez des réponses, c'est mine de rien, Gisèle Pelicot dans tout ça. Est-ce que pendant toutes ces années, elle a pu être au courant? C'est ça, Diane? Oui. Oui, vous nous entendez, Diane? Vous, ce qui vous a fasciné, je vous disais, c'est la figure de Gisèle Pelicot au milieu de tout ça, c'est ça? Oui, voilà. Parce que vous racontez l'histoire là. Il a été plusieurs fois quand même interpellé par la police. Plusieurs fois, il y a eu quand même des indices qu'ils ont gardés, les policiers qu'ils ont gardés, mais qui ne pouvaient pas aller plus loin. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand même, quand on arrête, moi j'ai un mari, ça fait 40 ans que je suis à lui. Si on l'aurait arrêté une ou deux fois, je l'aurais su. Alors, donc, quand elle dit qu'elle ne sait rien du tout et qu'elle a aucune idée, vous m'excusez, si elle avait le doute à ce moment-là, quand vous restez avec un homme qui a un doute, qui ait quand même eu des agressions sexuelles pour d'autres femmes, moi perso, je serais partie. Ben, oui. Alors, on est obligé de vous interrompre, Diane, parce que le son est extrêmement mauvais là où vous êtes. Mais j'essaie de résumer votre question. C'est mine de rien l'implication de Gisèle Pelicot, non pas dans les activités criminelles de son mari, bien sûr, mais est-ce qu'elle a pu un moment être au courant de tout ça? Comment il a fait pour garder, on va dire, tout cet environnement absolument lunaire autour de lui, intact, secret, dissimulé? C'est vrai qu'en 2010, quand il est arrêté une première fois, personne n'est au courant. Gisèle Pelicot n'est pas au courant, elle n'est pas informée, il l'informe pas, il n'est pas en garde à vue, donc il y a rien à ce jour qui permette de dire que Gisèle Pelicot était au courant de quoi que ce soit. Bien au contraire, hein. Gisèle Pelicot, elle a été endormie au péril de sa vie, hein, parce il pouvait la tuer à chaque séance pendant 10 ans. Et les 10 années avant, quand elle a été informée, parce que la brigade criminelle l'a interrogée sur toutes ses autres affaires, elle est tombée du placard. Elle est tombée des nues. Comment, grâce à vous, aujourd'hui, le ministre actuel de la Justice, Gérald Darmanin, en est à ordonner une inspection de la justice sur les dysfonctionnements liés, on va dire, au parcours criminel de Dominique Pelicot? En quelques mots, parce que c'est la dernière question, mais l'enchaînement des erreurs. Pour cette enquête, c'est la conclusion du livre. J'ai d'abord, quand je me suis rendu compte qu'il y avait ce signalement de 2010, j'ai écrit au parquet, j'ai contacté le parquet de Meaux, qui m'a dit de voir le parquet de l'époque, qui m'a dit de voir finalement le ministre. Et puis donc j'ai fait un long mail, tout ça est dans le livre, j'ai fait un long mail récapitulant tous les dysfonctionnements judiciaires des affaires antérieures à Gérald Darmanin, qui a décidé donc on le sait depuis quelques jours, hein, c'est dans Marianne aujourd'hui, qui est de lancer une enquête de l'inspection pour essayer de comprendre et essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Est-ce qu'on aurait pu éviter les viols de Mazan? Oui, et si vous voulez les détails de cette réponse à cette question glaçante, c'est à retrouver dans le livre de Laurent Valdiguier, grand reporter justice à Marianne, et cet hebdomadaire fait d'ailleurs sa une dessus. Le livre s'appelle Fétiche 45 et c'est un livre absolument fascinant et un travail qui a été fait, qui est redoutable de la part d'une quand même des plus grandes signatures du journalisme juridique. Merci beaucoup Laurent Valdiguier d'avoir été avec nous.